Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Et bonsoir Bruno, ça me fait super plaisir de vous revoir. On redémarre l'année avec vous, alors méfiez-vous, on a une tradition. On termine l'année avec celui avec qui on a démarré. Donc on vous réinvitera au mois de juin pour clôturer cette année. Puis on aura comme ça la tendance 2024 de votre fonds. Donc avec vous, c'est toujours facile, c'est peut-être pour ça que je vous ai invité. Vous êtes une société de gestion, il y a un seul fonds. Et donc, on n'a pas à choisir et on n'a pas à dire est-ce qu'on prend celui-là, est-ce qu'on parle de celui-là. Donc, automatiquement, votre fonds, ben, comme il est unique, c'est le seul qui est représenté chez nos clients. Donc, on va parler de Ginger Active 360. Alors, j'ai appris une chose en parlant avec vous un petit peu avant la fin de l'année. Actif parce que vous vous bougez et 360 parce que vous voulez avoir un éventail large et une vision très très large. Et ça va être ma première question avant qu'on refasse une présentation rapide du fonds. 360, mais en réalité, vous n'êtes qu'européen. Vous vous coupez d'une énorme partie du monde. Il ne serait pas temps d'aller voir ce monde et de devenir un vrai 360? Alors, c'est une excellente question. Hein, c'est une question. Écoutez, disons qu'on est 360 sur tous les actifs européens. Donc, au niveau de l'Europe, on peut être investi aussi bien sur des actions, des obligations, des convertibles, des corporates ou autres. Donc, on n'a pas de contrainte d'actifs, si ce n'est leur taille, au niveau européen. Mais c'est vrai qu'en étant européen, on se coupe des émergents, on se coupe des États-Unis. À la création du fonds, il y a maintenant 12 ans, on considérait que l'environnement et l'univers européen étaient le plus attractif en termes de prix au niveau mondial. On considère que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des décotes en Europe qu'on ne voit pas forcément aux États-Unis, un peu plus sur les marchés émergents, mais qui sont des marchés pour nous plus compliqués aujourd'hui, pour des raisons à la fois géopolitiques, mais aussi des raisons de croissance économique ou autre qui seront porteurs dans le futur à l'avenir, hein, mais en revanche, on est très vigilant là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, on créera l'équivalent au niveau mondial, mais je crois que ce qui est important chez Ginger, c'est que ce fonds de portefeuille, c'est un fonds pour nous qui peut être utilisé avec n'importe quel autre fonds et qui pour nous est un bon socle, une allocation d'actifs. Aujourd'hui, sa première utilité, c'est évidemment sa lecture du marché, qui elle est mondiale, et son application, qui en effet, elle est européenne. Maintenant, vous pourrez aussi le préciser, quand vous allez acheter du Saint-Gobain, du Arcelor ou du Mercedes, vous achetez certes de l'Europe, vous achetez aussi de la Chine, des États-Unis, parce que ces grosses entreprises, et il n'y a que des grandes valeurs dans notre portefeuille, elles ont une résonance mondiale. Alors, si je reprends bien ce qu'on a fait les trois saisons précédentes, donc vous avez mis en place des matrices, vous avez mis en place des savoirs, vous avez agrégé des techniques. Et donc, la gestion que vous faites, elle se base sur une prévision du marché. Donc, est-ce qu'on est dans une zone dangereuse de marché? Est-ce qu'on est dans une zone terrible de marché? Est-ce qu'on est dans une zone calme? Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il ne faut pas bouger? Donc, vous avez d'abord une vision du marché et ensuite, vous avez une seconde vision, cette fois-ci par rapport au titre. Dans quelle situation se trouve ce titre? Est-ce qu'il est cher? Est-ce qu'il n'est pas cher? Et en combinant les deux, vous faites votre allocation d'actifs. C'est ça? Alors, c'est à peu près ça, vous avez raison. Disons que chez Ginger, nous avons deux jambes. Une jambe fondamentale, où on va apporter notre lecture du marché économique, des chiffres de croissance, d'inflation ou autre. Bon, j'estime qu'on ne va pas avoir la prétention de dire qu'on fait mieux que d'autres, mais on ne fait pas moins bien non plus. Et on va compléter cette jambe fondamentale de la lecture des risques. Qu'est-ce que c'est que les risques? On considère qu'on est dans des marchés aujourd'hui qui sont, je ne sais pas si on peut dire pollués, mais en tout cas impactés quotidiennement par un certain nombre de produits complexes générés par des salles de marché ou autres. Et on va aujourd'hui analyser le degré de pollution et le degré d'impact sur les marchés. Quand le degré est très très élevé, on a un risque réel qui se met en place. Ce sont des phénomènes assez rares, 2008-2011. Et quand ça ne se met pas en place, ça reste des peurs comme le Brexit, comme la pandémie ou autre. Et cette approche-là, elle est faite par pays, donc ce qui nous permet de définir une allocation d'actifs globale. Et après, elle est faite par valeur. Par exemple, en 2012, on aimait beaucoup la Société Générale comme titre, mais le risque était encore à 5 sur une échelle de 0 à 5, donc on ne l'achetait pas. Et quand le risque a commencé à diminuer, on a commencé à rentrer Société Générale sur des questions de valorisation et de risque faible. Il y a toujours deux jambes chez Ginger, hein, fondamentale, risque, et pour les valeurs, valorisation, risque. Mais à chaque fois, on a bien cette lecture innovante et nouvelle justement du risque qui va venir inflater ou déflater l'analyse d'un marché fondamental ou l'analyse d'un titre et sa valorisation. Alors, la dernière fois que vous êtes venu nous voir,
que vous nous avez dit. Vous nous avez dit, bon, vous étiez très content. On m'a dit, on est premier, voilà, on a vraiment la première place du podium. Et vous m'avez dit, cette place du podium, on l'a pas parce qu'on a trouvé les meilleures valeurs, mais on l'a parce qu'au moment où les autres se retiraient, nous, on disait, il ne faut pas se retirer, il faut rester, ce sont des fausses peurs et les marchés vont monter. Donc les marchés vous ont donné raison, puisque fin juin, ils avaient vraiment bien monté. En revanche, vous m'avez dit, sur la sélection, on n'a pas été les meilleurs. Il y a certaines valeurs qu'on n'a pas vues. On a été un peu éloigné de la croissance. Est-ce que il n'y aurait pas intérêt ou ce ne serait pas une idée de penser à dire on va garder cette stratégie fondamentale de go, pas go, et on va mettre des ETF qui, dans plein de marchés, et tout particulièrement les marchés les plus matures, s'en sortent pas mal et battent beaucoup de fonds. Beaucoup de vos confrères, de vos collègues sont battus par les ETF, tout particulièrement sur une longue période. Alors, c'est une bonne question. D'abord, il n'y a pas de fausses peurs. Il y a eu des vraies peurs, mais il y a eu de faux risques. Ça, c'est un point important. Et en effet, garder le cap a permis et permet encore aujourd'hui de rester à des niveaux de performance très élevés dans le très haut du classement. Parce qu'on est dans un marché où, même quand les gens ont des convictions de dire mince, j'ai raté le train, cette année, elle est très symptomatique par rapport à ça. Janvier, plus 10%, tout le monde dit mince, j'ai raté le train. À une opportunité, je vais rentrer. Mais quand l'opportunité s'appelle risque bancaire, tout le monde a plus peur de l'opportunité que de la faire, donc personne ne rentre. Alors qu'en fait, on se rend compte quelques semaines plus tard qu'il n'y avait pas de risque réel sur les banques, en tout cas pas à ce moment-là. Par rapport à ce que vous dites sur les trackers, en fait, si vous voulez, je pense qu'on est en ce moment, on aurait pu avoir le même échange en mars 2000. En mars 2000, il y avait quelques valeurs qui faisaient des performances très importantes dans les indices, donc ça tronquait les valorisations des indices. À l'époque, elle s'appelait France Télécom, Alcatel, Vivendi. Aujourd'hui, elle s'appelle Hermès, LVMH, L'Oréal. Elles ont des poids très importants dans les indices. Ces poids sont d'ailleurs auto-alimentés par les émissions massives dans les trackers, souvent. Et nous, on considère qu'on est sur un univers qui est assez cher et où justement la gestion active retrouve tout son sens. Et on pense qu'on pourra faire regardez, vous avez souligné, la performance, elle est très très bonne sans ces valeurs. C'est-à-dire quand Ginger fait 22% sur un an, fait 13% depuis le début d'année ou fait 15% par an sur 3 ans, ce qui est assez exceptionnel, cette performance, elle est faite sans LVMH, sans Hermès, sans L'Oréal. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire une performance très honorable sans les valeurs qui ont vraiment tiré le marché. Et donc, nous, on considère que la seconde étape de notre performance dans le fond, ça va être justement le rattrapage des valeurs qu'on a en portefeuille face à ces grandes valeurs du luxe ou de la croissance qu'on considère aujourd'hui pour nous chères. Et d'ailleurs, bon, je pense que les difficultés, d'ailleurs, quand on voit les résultats de Pernod Ricard ne sont pas salués parce qu'ils vous annoncent des difficultés aussi bien sur les États-Unis que la Chine, je pense que la Chine va tirer un peu par le bas certaines de ces valeurs et ça peut être assez impactant sur les prochains résultats, même si, et là, vous voyez, je vais être un peu paradoxal, je considère que la Chine peut très bien annoncer un plan de relance dans les prochaines semaines, un soir, une nuit, et on peut voir les marchés à plus 5 le lendemain. Mais je crois qu'aujourd'hui, le vrai retard, il est plus sur un Arcelor, un Daimler ou un Saint-Gobain, même un Saint-Gobain, que sur un Hermès ou un LVMH, où bien sûr qu'on est sur des boîtes qui sont très bien gérées, qui ont beaucoup de qualité, qui ont beaucoup d'atouts, mais où ces atouts se payent assez cher. Et la différence par rapport au moment où on est intervenu, c'est que les taux aujourd'hui frôlent les 3,5. Et quand vous valorisez un LVMH, quand les taux sont à 0 à 3,5, ce n'est pas la même valo. Or, le marché a appliqué les mêmes valos. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher qu'il y a un an, ne serait-ce qu'avec les taux à 3,5. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut être vigilant, que les trackers ont, entre guillemets, cet avantage d'apparaître comme peu cher. Moi, je considère, un, qu'ils ne sont pas toujours lisibles. Deux, les trackers les plus liquides, pourquoi pas, mais vous avez beaucoup de trackers où les fourchettes, dans les moments difficiles, font que les frais sont colossaux. Et puis surtout, vous achetez une gestion passive qui, pour moi, aujourd'hui, ne reflète pas les convictions qu'un investisseur moyen terme pourrait avoir sur les 12 à 18 prochains mois. Alors, quand on gère un fonds, même quand on fait mon métier et qu'on sélectionne des fonds, c'est toujours un peu la même chose, on essaye de deviner l'avenir. En réalité, personne ne peut deviner l'avenir, mais bon, on fait appel à son analyse, sa synthèse, son intelligence, des graphiques, des matrices et des choses comme ça. Et pour revenir sur cet univers du luxe que vous me parlez, globalement, votre fonds, il existe depuis quoi? 11 ans, 12 ans? 12 ans, tout à fait. 12 ans. Quelle est la performance depuis l'origine? Quelqu'un qui aurait mis 1 euro le jour du départ, il a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, quelqu'un qui aurait par exemple 100 euros, il aurait 180 euros. 180 euros. Vous avez, alors je vais vous donner la performance à peu près approximative de Hermès et de LVMH sur les 10 dernières années. 400, 500%.
Alors, LVMH, c'est 500% et Hermès, c'est 800%. Euh, Ouais. donc, bien entendu, il y a 10 ans, personne ne pouvait savoir, autrement on aurait tous acheté du Hermès et puis c'est tout, puis on serait parti en vacances et ça aurait fait le travail pour nous. Mais c'est là où peut-être il peut y avoir un intérêt, bon, je reviens à ma première question, un intérêt du tracker et de se dire, on a deux savoirs, un savoir fondamental, et il semble que ce savoir fondamental se passe plutôt très très bien depuis la création des fonds, et on a un autre savoir qui est un savoir d'analyste et d'aller chercher les valeurs une par une. Et là, je ne veux pas dire qu'il ne se passe pas très très bien, mais vous-même, vous nous expliquez, on est passé à côté de ça, on est passé à côté de ça, on pense ci, on pense ci, on pense ça. Et d'ailleurs, souvent, bon, on se trompe un petit peu ensemble. Alors, on ne se trompe pas, c'est vrai, quand vous dites, on ne s'est pas trompé. Ça a moins monté que d'autres, mais ça a quand même monté. Donc, j'en reviens à la première question. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à isoler cette jambe fondamentale qui semble être celle qui marche le mieux? D'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous allez me dire non, elle ne marche pas mieux que les autres, et à se coller sur des trackers. Alors, c'est vrai que si demain le marché s'effondre et que votre sélection perd moins ou reste en l'air parce qu'on est traîné par les gros poids, je vous dirais peut-être c'était il y a 5 ans qu'il fallait le faire et pas aujourd'hui. Alors, Non, mais allez-y, vous je avez vous raison. De écoute. toute façon, vous savez, c'est un métier qui est passionnant et difficile. C'est un peu comme dans le football. Vous voyez, le lundi, vous êtes une star et le mercredi, vous êtes nul à chier. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes ni une star ni nul à chier. C'est juste qu'il y a un équilibre à trouver. Et vous avez tout à fait raison de l'expliquer comme vous l'expliquez. Ce que je peux vous dire, c'est que on a eu par le passé du futur Eurostock 50 parce qu'à un moment donné, en exposition sur du futur, parce que tout nous paraissait un petit peu cher. Et donc, on avait l'exposition. C'est pas du tracker parce que le tracker, c'est pas forcément complètement liquide, mais le futur Eurostox, lui, c'est complètement liquide. Donc indirectement, peut-être pas du Hermès, mais on avait un peu de LVMH et un peu de ces valeurs-là. Aujourd'hui, nous, on n'est pas à comparer à un fonds action parce que l'expo moyenne sur 12 ans elle est plus autour de 45-50%, même si depuis 5 ans, on est très exposé. Donc en fait, la performance que l'on réalise, c'est la performance d'un fonds diversifié qui est là pour acheter le meilleur couple rendement-risque à chaque instant. Notre surperformance, vous l'avez souligné, elle est liée au fait que tout le monde a tout le temps eu peur et donc les gens n'ont jamais investi. Et en plus, ont eu le problème, enfin le problème, ont eu la grosse crise obligataire de 2022 qu'on n'a pas eu parce qu'on n'avait pas d'oblig. Et du coup, on a un couple rendement-risque avec une performance qui est relativement attractive. Elle aurait pu être encore meilleure si on avait eu du Hermès, du LVMH pendant 10 ans, c'est vrai. On est passé à côté de ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Je pense qu'on n'a pas vu à quel point le luxe allait être prisé. On n'a pas vu à quel point les gens allaient s'emparer d'éléments à des prix comme cela. Après, il y a une chose qu'on n'a pas vue, mais en même temps, ça, vous voyez, on n'a pas vu que les banquiers centraux allaient administrer les taux à zéro pendant 3, 4, 5 ans et donc tronquer beaucoup de valorisation. Mais la question qu'on peut se poser en revanche, c'est est-ce qu'à 3, 4 ans, il aurait fallu acheter ces titres au détriment d'autres? Et c'est vrai que quand on voit même les performances d'Arcelor, de Saint-Gobain, elles sont largement comparables à des LVMH ou des L'Oréal sur 3 ou 4 ans. Moins sur 10 ans, c'est vrai. Et je pense que le rattrapage qu'on doit faire, il peut être double, vous avez raison de le souligner. Ça peut être un peu comme en 2000, quand la value avait été positive dans un marché très négatif. Donc, on peut connaître cette période-là dans le fond. Et ça peut aussi être demain de dire, écoutez, on a fait la performance qu'on a fait. Les obliges aujourd'hui rapportent 4, 4,5. On va augmenter un peu la pondération obligataire pour avoir notre 4,5 sur 30% du portefeuille et avoir un peu moins d'actions. Mais pour l'instant, à l'heure où vous parle, la partie action reste pour nous plus attractive. Alors, il me reste deux questions. Vous avez déjà répondu partiellement à la seconde et il nous reste à peine une minute pour clôturer. Donc, la première, c'est est-ce que vous êtes toujours très favorable à l'univers bancaire, quelque chose auquel vous étiez déjà très favorable il y a 6 mois, déjà très favorable il y a 12 mois? Est-ce que vous restez toujours très favorable à cet univers et est-ce que la Société Générale est toujours la société leader dans votre portefeuille ou est-ce qu'elle est toujours extrêmement bien pondérée? Et la deuxième chose, c'est avec la hausse des taux, c'est à cette question que vous avez partiellement répondu, est-ce que vous réenvisagez très rapidement ou est-ce que vous avez déjà remis des obligations dans votre... Alors, on reste favorable au bancaire. On considère que dans l'univers européen, c'est probablement le secteur qui est le plus décoté aujourd'hui. On reste favorable à la Société Générale, dont on considère que c'est la valeur la plus décotée en Europe au niveau des bancaires et qu'il y a un chemin important à faire. La Société Générale était cotée autour de 28 euros avant les craintes sur les banques en mars. Elle est passée par 19, elle est aujourd'hui à 26.
Ça veut dire qu'elle est encore quasiment 10% en dessous d'un cours qui avait fait peur par rapport à quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Et on considère que ces entreprises-là, notamment celle-là, profitent de la restructuration au niveau des taux, de rendement plus important. Vos clients sont passés d'un environnement où on leur prenait de l'argent sur leur compte en banque quand ils en déposaient, à un moment où ils ont des comptes à terme à 3,5, où la banque fait évidemment plus de bénéfices. Donc on reste très favorable à cela. Et par rapport au taux, pour l'instant, on considère que sur la partie bancaire et notamment action aussi, on a plus à gagner que les 4,5 d'une oblique sur une année. En revanche, ce que l'on a fait, on était à une sensibilité proche de zéro sur les 20% d'obliques qu'on a en portefeuille. On a petit à petit fait passer la sensibilité à 1, 1,5, et je pense que cette sensibilité passera autour de 2, 2,5 dans les prochaines semaines, ce Allez, qui veut dire qu'en fait, 15 secondes, expliquez-nous, surtout pour nos auditeurs, ce que ça change, ce mouvement de sensibilité. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas, ou qu'est-ce que ça enlève? quand vous avez une sensibilité, plus elle est élevée, plus la performance de l'obligation sera importante quand les taux baissent ou quand les taux ne bougent pas. Et plus elle est faible, plus elle est insensible à des hausses de taux. Par exemple, l'année dernière, quand les taux passent de 0 à 3, il fallait avoir des sensibles neutres, 0, pour ne pas être impacté par des hausses de taux. Et là, si vous pensez que les taux soient à des niveaux plus satisfaisants, voire que la perspective d'une hausse est assez faible, vous remontez un peu la sensibilité et vous prenez moins de risques que si les taux baissent, au contraire, ça vous fait de la performance. Ok, super. Allez, c'est sur ces mots qu'on s'arrête. Merci Merci. beaucoup d'être venu. Vous restez avec nous pour l'édito Merci. où on enchaîne tout de suite. Merci Alors, beaucoup. ce- aujourd'hui, pour cette première émission, on va parler de la fin de la hausse des taux. La hausse est probablement finie. Il y aura peut-être encore un petit coup de canon d'un côté de l'Atlantique ou des deux, mais probablement pas plus. Du côté des indicateurs pouvant justifier une hausse des taux, ils sont tous en baisse. Et les effets des dernières hausses ne sont sans doute pas encore intégrés à 100%. Les deux exemples les plus frappants pour la consommation sont la forte baisse de la consommation de viande du fait de la hausse des prix, alors qu'il y a un an, les professionnels n'arrivaient pas à suivre, et le faible remplissage de beaucoup de lieux de vacances ayant la réputation d'être chers. Du côté de la production, les indicateurs baissent aussi et certains s'inquiètent même. Aux États-Unis, l'emploi fléchit, 3,8% de chômage contre 3,5% attendu. En août, la hausse des salaires ralentit, plus 0,2 le mois passé contre plus 0,4 en juin. Pour beaucoup, et moi le premier, c'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite car nous devions ressentir les effets de ces hausses passées dans les mois à venir avec un ralentissement économique et peut-être une baisse des marchés. Beaucoup pensaient que cette baisse aurait lieu au premier semestre, ce qui n'a pas été le cas. La crainte est maintenant qu'elle se matérialise dans les 4 derniers mois de l'année. UBS a prévu 10% de baisse. Auront-ils raison? Personne ne le sait. Avant d'entamer le débat avec nos invités, je rajoute que la fin de la hausse ne signifie absolument pas le début de la baisse et que nous allons rester longtemps, de mon point de vue, avec des taux très franchement pesants. Pour mémoire, ils sont de 5% aux US et de 4,25% dans la BCE taux. En Europe, le Ribor 3 mois est à 3,77% et le 10 ans à 3,20%. Et maintenant, on va faire réagir nos invités. Et comme ne change pas une équipe qui gagne, c'est David qui va réagir le premier. Mettez votre micro, David. Voilà, c'est fait. Et dites-nous ce que vous en pensez. David, on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Alors, on va donner la parole à Kevin qui va prendre le relais. On vous laisse régler le problème technique et c'est à Alors, vous. j'espère que vous m'entendez, de fait. Parfaitement, Bon, parfaitement. eh Alors, bien, pour Kevin, j'ai juste un truc. J'ai lu un papier de Carmignac et on parlait, alors, c'était quoi cette expression, je ne me rappelle plus, la hausse immaculée ou l'inflation, la désinflation immaculée. la désinflation immaculée. Alors d'abord, Tout à fait. j'ai adoré, j'aurais tellement aimé inventer ce mot. Alors, qu'est-ce que c'est cette désinflation immaculée? Alors, c'est vrai qu'on peut être amené, que ce soit David, Bruno, ou moi-même, ou vous-même, Bernard, à traiter une matière un peu dure, hein, un peu ardue. Donc, c'est important d'essayer d'apporter un peu de créativité avec, voilà, et essayer de trouver des expressions accrocheuses et ravi qu'elles vous plaisent. En fait, ce concept, hein, de désinflation immaculée, ça va dans le sens de votre éditorial du jour sur la trajectoire de taux d'intérêt. C'est que tout le débat, hein, qui anime les marchés depuis plusieurs mois, quasiment un peu plus d'un an maintenant, c'est ce risque de voir cette hausse de taux d'intérêt extrêmement forte de la part des banquiers centraux, euh,
qui mène à quoi, qui vise à quoi? À peser sur l'inflation, hein, donc à amener cette trajectoire de désinflation, avec ce risque-là que cette hausse de taux d'intérêt, comme vous le soulignez, eh bien, elle vienne peser sur l'économie et en lui faisant très mal et en créant potentiellement une récession et une récession forte. Là, donc ça, c'est le cadre, on va dire, classique, traditionnel, celui qui a fait très peur aux opérateurs de marché. Euh, un peu trop peur quand on voit la trajectoire des marchés d'actions finalement et des marchés d'actifs risqués, parce que ce qui s'est en réalité passé, c'est que on a vu bien, une trajectoire de désinflation se mettre en place et pour autant une économie qui tient. Donc en gros, si je résume, c'est-à-dire que la trajectoire de croissance économique, elle tient relativement bien, alors même que la désinflation, elle est extrêmement bien enclenchée. Et donc cette idée que c'est une désinflation qui sortirait, on va dire, de nulle part, donc c'est une désinflation immaculée. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre et ce qui explique aussi, on va dire, la très forte performance des marchés d'actions et des actifs risqués depuis maintenant, on va dire, aller presque un an. Pour rappel, le point bas sur les marchés d'actions, c'était fin septembre, début octobre de l'année dernière, pile au moment où justement on a entamé cette phase de désinflation, donc de reflux des prix. David, remettez le micro, regardez si tout se passe bien. Alors, Ah, est-ce que cette parfait, fois-ci vous m'entendez? on vous Voilà, entend comme quoi parfaitement. tout arrive. Euh, alors, le sujet de de cette baisse des marchés qui est redoutée et annoncée par UBS, quelque part, si on s'en tient à ce qu'on nous apprend à l'école, sur les bancs de l'université, ça serait tout à fait logique. Donc on est, je rappelle, sur le cycle, inflation, hausse des taux, récession, et après, donc on repart sur un deuxième cycle. C'est vrai que l'entrée en récession, pour le moment, n'a pas causé de reflux majeur sur les marchés. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux choses. Euh, Premièrement, euh, je pense que la plupart des intervenants de marché se disent que les banques centrales ont à nouveau des munitions pour réagir en cas de récession. Comme vous le savez, les banques centrales, ce sont des agents qui sont contracycliques. Donc, quand tout va bien, on monte les taux et quand tout va mal, on baisse les taux pour soutenir l'économie. Et le problème que l'on avait et que l'on a eu ces dernières années, c'est quand on avait des craintes de ralentissement économique alors que les taux d'intérêt étaient à zéro. Et on se disait, les banques centrales ne pourront pas réagir. Là, actuellement, les banques centrales peuvent tout à fait réagir. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point pour lequel, pour le moment, les marchés n'ont pas baissé, c'est qu'effectivement, les données économiques se replient, mais pour le moment de manière tout à fait ordonnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effondrement de la demande. Et en fait, ce que l'on voit, notamment aux États-Unis, où on a des chiffres économiques qui ralentissent, mais globalement, ça tient bon. Et si on se souvient la dernière réunion de la Fed, Janet Yellen qui s'est carrément pris pour Nina Simon, puisque lorsqu'on lui demande alors comment vous le sentez, ce soft landing, elle a répondu I'm feeling good. Voilà, donc c'est les paroles de la chanson célèbre. Et donc, effectivement, cette notion d'atterrissage en douceur, de soft landing de l'économie américaine, c'est ce qui fait tenir le marché. Alors, statistiquement, c'est un peu chaud, parce que sur les 13 cycles de hausse des taux précédents, il n'y en a que 3 au cours de laquelle la Fed a réussi à préserver l'économie alors qu'elles avaient remonté les taux. Mais là, pour le moment, il faut dire que tout est à peu près en ligne en se disant que bon, cette fois-ci, ce sera peut-être la quatrième fois où la Fed va réussir son pari, mais on est quand même sur un chemin qui est assez tendu. Alors, moi j'ai une réflexion, après on va demander à Bruno de réagir là-dessus et on reviendra à vous, Kevin. Globalement, bon, on a toujours envie de dire le monde a changé et ce qui s'est passé ne va pas se repasser. Souvent, on est rattrapé par le passé parce que ce qui s'est passé se répète et on revit les mêmes choses. Mais là, ce que j'observe un petit peu, c'est que d'abord, si les marchés tiennent,
on a vraiment des entreprises et des entreprises très significatives qui tiennent pas, et on a vu vraiment des catastrophes. Donc, Casino, c'est une catastrophe. Atos, c'est une catastrophe. Crédit Suisse, c'est une catastrophe. Et Atos, c'est peut-être un peu plus petit, mais en tout cas, Casino, c'était vraiment un vrai leader français, une vraie success story à la française. Et Crédit Suisse, je ne veux pas remonter, mais c'était probablement plus âgé que mon grand-père. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc, les entreprises payent le prix quand il y a un prix à payer. Les marchés qui, eux, représentent non pas quelques entreprises, mais la totalité des entreprises, eux continuent à monter. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles ont extrêmement bien navigué. Elles ont profité de l'inflation pour augmenter leurs marges. Donc, et on le voit très bien dans les profits qui ont été publiés. Et elles savent le faire, elles le maîtrisent. Autre idée sur la santé des entreprises danoises qui maintenant sortent des nouveaux produits. Enfin, il y a Eli Lilly qui est une entreprise américaine et l'autre, c'est une entreprise danoise qui sort des nouveaux produits sur l'obésité, où il y a eu une publication en disant que le chiffre d'affaires de la société danoise avait dépassé le PIB du Danemark. On attend. Quand j'étais à l'université, on parlait d'un blockbuster pour un médicament au-delà de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. J'ai lu que leur médicament contre l'obésité, il va probablement taper les 11 milliards. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce qu'on appelle ça un giga blockbuster? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Et donc, les entreprises allant bien vont continuer à aller bien et mieux. Alors, les bancaires, elles vont se faire la cerise avec la hausse des taux. Les entreprises qui ont énormément emprunté avant la hausse des taux, elles ont du cash qui leur coûte 0,8, 0,9, qu'elles vont maintenant pouvoir placer à 3,80, 3,90. Donc, il y a peut-être aussi des sources de profit que les analystes n'avaient pas encore anticipées, n'avaient pas mis dans leur compte. Donc, je me dis, ouais, moi aussi, I feel good. Je ne crois pas qu'on va avoir cette forte baisse d'UBS. Alors, on peut avoir de sacrés accidents. Donc, pour les gens qui jouent les titres en direct et qui ont des portefeuilles serrés avec quelques valeurs, on peut vraiment avoir des trucs violents. Mais sur les marchés, je pense que ça peut bien se passer. Donc là, Bruno avec Ginger, où il y a la boule de cristal, c'est pas une vraie boule de cristal, c'est des matrices, des matrices bien pensées. Vous pensez un peu la même chose d'après ce que vous nous avez dit? Donc, c'est en effet pas du tout une boule de cristal, mais c'est vrai que ce qui est important quand on est investisseur, c'est de regarder plusieurs paramètres qui sont, eux, très objectifs. Le premier paramètre, c'est quel est le prix de ce qu'on achète. Parce que, si vous voulez, si on pense que c'est la fin du monde et que tout est très cher, c'est embêtant. Si on pense que c'est la fin du monde et que tout est peu cher, c'est déjà moins inquiétant. Et aujourd'hui, on est dans un monde où ça fait maintenant 4, 5 ans que les gens ont peur tout le temps. Parce que là, cette discussion qu'on a ensemble maintenant, on aurait pu avoir exactement la même en septembre dernier. À l'époque, la Fed avait monté un peu trop ses taux, ça avait fait peur au marché, ils sont fous. À un moment donné, si vous voulez, ils n'ont pas intérêt non plus à casser l'économie. Et s'ils ont encore des perspectives de hausse des taux, c'est parce qu'ils considèrent que la conjoncture économique tient encore. Alors, il ne faut pas aller trop loin, mais s'ils vont trop loin, comme les David, ils ont des effets de rappel qui seront importants. Et puis le second paramètre qui est important, c'est que on vient de connaître une hausse des marchés de quasiment entre 20 et 25% sur un an quand même, hein. C'est quand même beaucoup. C'est 4 fois, 5 fois les performances obligataires avec aucun acheteur. Si vous regardez les niveaux d'investissement des différents acteurs, les gens sont très pessimistes, les gens sont très conservateurs. Les gens vous expliquent toujours qu'ils veulent revenir sur un marché, mais ne reviennent jamais parce que la raison qui les fait revenir fait plus peur que la conviction qu'ils ont. Et donc, en fait, on est sur un marché où les gens sont assez peu investis. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous avez une inflation qui est autour de 4,5, des taux qui sont entre 3 et 4 en fonction des États européens, bah, si vous voulez faire de la performance et faire mieux qu'un compte à terme ou mieux que l'inflation, vous devez prendre un petit peu de risque. Et comme personne n'est dessus, il y aura forcément un effet rattrapage. Et tout ça, en plus, pourrait avoir un petit côté satisfaisant, c'est qu'on n'est pas à l'abri que la Chine vous annonce un plan de relance une nuit à 3 heures du matin. Et donc, en Alors, on fait, va pour passer. nous, il y a. Allez, merci beaucoup. On va passer à Kevin. Donc, Carmignac, qui connaît très bien la Chine, vous en pensez quoi de ce plan de relance? Cet hypothétique plan de relance? Ouais, je crois qu'il y a plusieurs choses intéressantes qui ont été soulignées, hein. C'est-à-dire que euh, là aussi, il faut faire un peu attention, on va dire, au lieu commun. C'est-à-dire que là, Bruno soulignait le fait que l'année dernière, on aurait pu avoir la même conversation. Là aussi, si on refait un peu le film, il y a voilà, 9-12 mois de ça, ce qu'on disait, c'était la Chine va relancer.
Donc il faut être investi en Chine. L'économie américaine va craquer, l'économie européenne va craquer. On s'éclairera tous à la bougie. On s'éclairait tous à la bougie l'hiver dernier. Et in fine, c'est pas ça qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité à ce niveau-là. Les mesures de relance chinoises, elles ont déjà lieu. C'est-à-dire qu'on en a tous les jours. Alors, aujourd'hui, en Chine, il y a encore des problèmes, hein. Il y a un problème sur le secteur immobilier qui n'est pas résolu, parce que il y a quand même des acteurs prêteurs qui sont largement endettés. On peut penser aux gouvernements locaux. On a un problème de consommation aussi, hein. Le consommateur chinois, nous ne sommes pas trop. Le dirigeant d'entreprise non plus. Ben, pourquoi? Il a sans doute été échaudé par 3 années de gestion qu'on peut qualifier catastrophique de la crise, de la crise Covid. Pour autant, euh, quand on a un taux de chômage en Chine qui est chez les jeunes de l'ordre de 20%, je dis de l'ordre de parce que ça fait quelques semaines que les autorités chinoises, elles publient plus ces données économiques-là. Voilà. Donc, elles les ont publiées pendant les années, puis hop, subrepticement, elles ne le font plus. En tout cas, quand on a un taux de chômage de cet ordre-là, il n'y a pas 1000 façons d'y répondre, de venir soutenir son économie. Il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai risque politique, hein. Quand bien même les autorités chinoises peuvent être élues à vie, ça pose un vrai problème d'instabilité. Comment est-ce qu'on verra, quel type de mesures de relance on pourrait voir mettre en place? Ça sera via les transferts fiscaux, hein, pour aller venir aider le consommateur, et puis via des plans des plans de relance plus traditionnels liés à de l'infrastructure, parce que quand on a encore une fois un consommateur, un chef d'entreprise déprimé, on a beau essayer d'aller l'encourager à consommer, c'est pas ça qui devrait faire repartir la machine. Donc voilà ce qu'on anticipe chez Carmignac. En termes d'horizon de temps, c'est quelque chose qui devrait se faire d'ici la fin de cette année. Là aussi, hein, c'est toute l'ambivalence des politiques de relance chinoises. On a beau avoir des dirigeants politiques en Chine qui sont là aussi, qui ont un horizon de temps qui est beaucoup plus long que des politiques français, italiens, américains. Pour autant, leurs politiques économiques, elles tendent à être planifiées sur un horizon de 1 an. Et donc, ce qu'on voit, c'est que historiquement, on a une forme de cyclicité dans ces mesures de relance économique, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de relance qui sont mises en place fin d'année, début d'année, calendaire. Les autorités chinoises regardent si ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, elles ont tendance à rétro-pédaler et à venir stimuler davantage. On a une forme de saisonnalité sur les mesures de relance chinoises, et c'est ce qui est en train de se mettre en place et ce qui devrait davantage se mettre en place sur la fin de cette année. Donc, comme le soulignait Bruno, là aussi, on pourrait voir un vrai passage de relais sur l'économie mondiale dans son ensemble, avec voilà, cette locomotive américaine qui a tenu la croissance économique mondiale et le consommateur américain qui a tenu la croissance mondiale qui se déporterait vers la Chine. Et donc ça vient nourrir, on va dire, ce narratif de marché d'atterrissage en douceur de l'économie. Et dans ce contexte-là, oui, il y a de la valeur à détenir des actifs dits risqués. Donc ça peut être des marchés d'actions, ça peut être des marchés du crédit aussi, ça peut être des actifs dits émergents, que ce soit des actifs de taux, de crédit ou d'actions. D'accord. Dernière question avant de passer à David. Cette prévision d'UBS qui voit les marchés baisser de 10% entre maintenant et la fin de l'année, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? Alors, plutôt pas d'accord, hein, là aussi, parce que si tu reprends des adages boursiers, hein, vous disiez que voilà, l'histoire se répète pas, mais elle rime. Alors, c'est pas une chanteuse américaine, c'est un écrivain américain qui s'appelle Mark Twain qui le disait. Il me semble que dans le contexte actuel, le principal risque, et là aussi ça fait écho à ce que vous soulignez dans votre éditorial, c'est l'inflation, c'est pas la croissance. Parce que quand on a un environnement de croissance qui est aussi vigoureux, pour rappel, hein, l'économie américaine, on a des indicateurs, on va dire, ponctuels du niveau de croissance économique aux États-Unis, c'est de l'ordre de 6% sur le trimestre. Donc, quand on a un tel niveau de croissance économique, eh ben, on peut avoir quelques mauvaises surprises sur le front de la croissance économique. Et ça voudrait dire que cette trajectoire de désinflation, elle est quand même bien engagée. Et donc, le risque, hein, c'est plus l'inflation que la croissance en tant que telle. Et donc, non, je serais plutôt pas d'accord avec ce que dit UBS sur ces perspectives de voir là aussi des marchés baisser de 10%. Donc, on peut se poser la question, hein, dans ce contexte-là, si c'est l'inflation et des craintes sur l'inflation qui pourraient faire baisser ces marchés, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Alors, on a quelques craintes là-dessus quand on voit des indicateurs, par exemple sur le site de manufacturier qui commence à repartir un petit peu parce que les inventaires sont très bas. Ça fait des journées un petit peu volatiles. Là, on pourrait voir un deuxième pic d'inflation. C'est plutôt, on va dire, à horizon 2024
que sur la fin de cette année 2023. Donc aujourd'hui, il nous semble qu'il y a encore de la valeur à être investi tant sur ces marchés d'actions que sur ces marchés du crédit. Parfait, merci beaucoup. David, je vous laisse conclure et vous enchaînez avec votre point marché. Et sur la conclusion, je l'ai un petit peu préparé dans ma chronique des marchés. C'est que tout ce qu'on a dit, c'est très bien. On a juste une inconnue, c'est le prix du pétrole. Le prix du pétrole qui dépend d'un risque qui est quasi géopolitique. Mais ce que je vous propose, c'est de ne pas en dire plus, c'est de passer directement à ma chronique et vous allez voir un petit peu où je veux en venir. Allez, on vous écoute. Très bien. Eh bien, écoutez, avant toute chose, je n'ai pas eu encore l'occasion de le dire, mais bien entendu, c'est un plaisir de retrouver tout le monde pour cette nouvelle saison de Parlons Patrimoine. Alors, on se retrouve après un été relativement calme. Souvent, hein, on a peur de l'été, on se dit le marché va s'effondrer, faut-il tout vendre avant de partir en vacances? Et bien, en fait, on s'est retrouvé avec des marchés qui ont progressé en juillet avant de revenir à la case départ au mois d'août. Et en fait, pour vous donner une idée, si on parle de revenir à la case départ, c'est même pas la case départ, c'est qu'on fait du surplace. Les marchés sont à peu de choses près là où ils étaient au mois d'avril. Voilà. Donc, on n'a pas fait grand-chose depuis. Je vais vous quand même redonner quelques chiffres à nos auditeurs pour rafraîchir la mémoire après la pause estivale. On a un S&P 500, donc les actions américaines, en hausse de 17% depuis le début de l'année. Les actions de la zone euro sont en hausse de 14%, tout comme le CAC 40. Le Japon est en hausse de 26%, mais si vous retraitez de l'affaiblissement de la devise, hein, du yen contre euro, il ne reste plus que 13% à un investisseur de la zone euro. Les grands perdants de l'année restent à ce jour les marchés émergents, pénalisés par la Chine, qui reste un petit peu embourbée dans le surendettement de son secteur immobilier, avec toutes les répercussions que cela peut avoir sur la croissance du pays tout entier. Alors, si les marchés font du surplace, c'est tout simplement parce que la ligne de crête entre hard landing, donc hard landing, c'est-à-dire une récession plus dure, cette ligne de crête, elle est particulièrement étroite. D'autant plus qu'au risque économique se rajoute, à mon avis, un risque géopolitique. En effet, Moscou et Riyad ont décidé récemment de prolonger la réduction de leur production de pétrole, ce qui a envoyé le prix du baril au-dessus de la barre des 90 dollars. Ça n'était pas arrivé depuis novembre 2022. Alors, cette décision, c'est une mauvaise nouvelle, car elle laisse entrevoir un peu le scénario du pire. Imaginez des hausses de taux qui commencent à mordre sérieusement l'activité économique et au même moment une hausse du pétrole qui relance un nouveau mouvement de hausse de l'inflation. Alors, on peut parier sur le fait que les banques centrales tenteraient de ne pas relever leur taux d'intérêt immédiatement. Elles pourraient tout à fait se protéger derrière le caractère particulièrement volatile du prix de l'or noir. En revanche, cela leur interdirait tout mouvement de baisse des taux. Or, le marché, à mon avis, compte bien sur la capacité des banques centrales à rebaisser leur taux d'intérêt pour limiter le recul de l'activité économique si besoin. En un mot, une situation qui est compliquée, mais je vais dire compliquée comme toujours, c'est la nature de nos métiers. Alors, comment gérer ce risque dans les allocations? C'est un risque qui est extrêmement difficile à gérer puisque le prix du pétrole est à la main de l'OPEP et Moscou ne va pas se priver de ce superbe moyen de pression sur les économies occidentales. Quand je dis que c'est à la main de l'OPEP, ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'intégrer un risque d'annonce. Hein. Un jour, on se réveille et l'OPEP a annoncé une réduction de la production de pétrole et le pétrole monte à nouveau. Alors, cela milite pour une certaine prudence, même si dans ce scénario, n'oublions pas que les États-Unis sont exportateurs de pétrole. Et donc, bien entendu, eux s'en sortiront mieux, une fois de plus, devrais-je dire, que la zone euro. La bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont suffisamment élevés pour justifier une allocation en obligataire court terme, le temps d'y voir un peu clair. En résumé, un peu plus d'actions US que d'actions Europe et en Europe, probablement une petite dose d'obligations court terme pour amortir les soubresauts au cas où. C'est probablement une allocation d'actifs à tenir d'ici la fin de l'année. Alors, je sais bien que
l'allocation d'actifs est quelque chose d'extrêmement personnel et individuel. Bernard, ce n'est pas à vous que je vais dire le contraire. Mais est-ce que dans les grandes lignes, cette allocation d'actifs, donc avec probablement un rebalancement un peu plus action américaine qu'action Europe, et pour la partie européenne, intégrer une zone d'obligataire court terme, est-ce que ça vous semble une proposition acceptable? Alors, je vais d'abord réagir sur le premier point du pétrole. J'y crois pas. Voilà. J'y crois pas à cette forte hausse du pétrole. Bon, bien sûr, ils vont appuyer, ils peuvent le faire monter. D'ailleurs, c'est pas si grave que ça s'il monte un petit peu. Après, il baissera. De toute façon, quand on regarde pour notre économie française, on a une essence à 2 euros, pas du tout parce que le pétrole a monté, mais parce qu'ils ont fait exploser les taxes. Donc voilà. Et en plus, alors, l'Arabie Saoudite veut à tout prix maintenant faire un accord militaire, un accord de coopération militaire avec les Américains. Ils sont même prêts à faire la paix avec Israël si les Américains leur donnent satisfaction pour assurer à long terme leur tranquillité et leur sécurité. Même s'ils sont très loin de l'Ukraine, je pense qu'il y a un syndrome ukrainien en Arabie Saoudite et ils se disent il faut qu'en aucune hypothèse on puisse être attaqué par l'Iran. Les, les sites d'intelligence militaire du Moyen-Orient disent qu'il y a des plans en Iran où si c'est trop compliqué de répondre à Israël en cas d'une attaque israélienne ou quelque chose comme ça, ils pourraient répondre à l'Arabie Saoudite qui est nettement bien préparée et nettement bien défendue. Et en même temps, on a dans le monde un réarmement massif. Ces pays-là sont de gros acheteurs d'armes. Tout le monde est d'accord pour leur vendre des armes. Mais ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est plus acheter des armes, c'est d'acheter des armes de hyper haute technologie. Et là, les États, les quelques rares États qui sont en capacité à les produire, sont d'abord beaucoup moins d'accord pour leur vendre une technologie aussi avancée. Et en plus, produisent extrêmement peu d'armes de cette technologie ultra avancée et ils veulent s'en garder la majeure partie pour eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les Américains sauront trouver les justes mots pour les calmer si le pétrole devait aller trop haut. Et la troisième raison, c'est la raison qu'on a connue à la dernière forte hausse du pétrole, c'est que les Américains, c'est business as usual, et dès que le pétrole monte, ils vont produire tout ce qu'ils peuvent. Hein. Alors eux, ils ne vont pas faire des calculs en disant on produit moins, on joue sur les prix, ils vont produire tout ce qu'ils peuvent, vendre tout ce qu'ils peuvent, encaisser tout ce qu'ils peuvent, générer tout le profit, et ils verront bien après comment on règle les problèmes que tout ça aura occasionné. Donc sur le pétrole, je n'ai pas cette crainte, c'était votre principale crainte. Je ne crois pas qu'on aura à la subir. En revanche, là où on ne peut rien dire, c'est qu'on pourrait avoir d'abord un pétrole qui monte de 15 dollars et ensuite les contre-mesures qui arrivent, et ça pourrait faire peur au marché. Donc, même si je n'ai pas cette crainte dans la réalité, elle pourrait se concrétiser sur les marchés. Voilà. On va demander un peu à Kevin ce qu'il en pense. Donc, rapidement sur le pétrole, parce que j'en ai beaucoup parlé, et après plutôt sur le côté obligataire qui a été soulevé par David aussi. Oui, alors sur le pétrole, je vais tâcher d'être bref, hein. Mais c'est vrai que voilà, et ça refait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il me semble que ce qui est important, c'est de voir quelle est l'incidence d'une hausse des prix du pétrole sur l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on l'a souligné, la principale crainte, ça reste l'inflation. Et on le sait, c'est-à-dire que avec ce qu'on appelle, alors je suis désolé pour l'anglicisme, les effets de passe-through, hein, donc de contagion, euh, une hausse de 10% sur le prix du pétrole, ça a une incidence directe sur les prix à la consommation de l'ordre de 0,20 à 0,3%. Donc sur les chiffres d'inflation tels qu'ils sont publiés par la France, par exemple le 5,4, 5,5 qu'on a eu il y a quelques semaines, eh ben, une hausse de 10% du prix du pétrole, ça rajoute entre 0,3 et 0,4% à cette inflation sur un an sur un an glissant. Et donc, oui, il faut bien savoir l'intégrer. Il y en a cette semaine, par exemple, une réunion de la Banque centrale européenne. Le risque, c'est bien qu'on ait voilà, que cette hausse du prix du pétrole, qu'elle vienne nourrir, là aussi, les anticipations d'inflation qui elles-mêmes sont remontées. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on voit les choses chez Carmignac. Sur le volet obligataire auquel faisait allusion David, oui,
on peut essayer d'aller chercher, on va dire, une forme de rendement sur des obligations court terme. Je crois qu'on peut même aller en chercher sur des obligations à alors, moyen long terme. Tout ça, c'est relatif, mais on va dire si David, en parlant de court terme, parle, on va dire, de 0 à 2 ans, hein, ce qui semble être voilà, ce qui est généralement accepté. Je vois qu'il hoche la tête, on se comprend. On peut aller chercher peut-être même un peu plus de risques que cela sur les marchés du crédit notamment, et aller chercher jusqu'à 3, 4, 5 points de sensibilité sur ces marchés du crédit. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à construire des portefeuilles sur les marchés du crédit, par exemple, avec un rendement embarqué qui est relativement élevé. Hein. La remontée des taux d'intérêt, elle a aussi, on va dire, ce bénéfice-là, c'est qu'elle entraîne une remontée des rendements obligataires. Et donc, on arrive à construire des portefeuilles aujourd'hui sur les marchés du crédit. Alors, je prends ceux qu'on gère, hein, forcément, mais on pourrait regarder ça sur des niveaux des indices, avec 5, 7, 8, 9, 10% de rendement embarqué. Et quand on commence à se projeter sur ce qui pourrait se passer, alors le scénario de David ou le vôtre, Bernard, ben on peut se dire quand on a 7-8% de rendement embarqué, qu'est-ce qui se passe si on a un pétrole qui remonte, ça vient nourrir les anticipations d'inflation, ça vient nourrir l'inflation et ça fait remonter les taux d'intérêt. Et ben, même dans un scénario où on aurait des taux d'intérêt qui remontent de 1%, on est toujours gagnant. On arrive toujours à générer une performance positive avec un portefeuille d'obligations de haut rendement, par exemple. Donc, ce que j'essaie d'illustrer par là, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie. C'est-à-dire que dans un environnement qui serait très favorable à des obligations, donc on va dire cet atterrissage en douceur, hein, qui semble être ce qui se dégage de nos échanges de ce matin, c'est un portefeuille qui fonctionnera très très bien, qui fera entre 9, 10, 11, 12, 13% de performance. Et à l'inverse, si on a un environnement beaucoup plus, on va dire, adverse à ce type de gestion-là, avec une remontée des taux d'intérêt, ben, vu les niveaux de rendement qu'on a aujourd'hui, on arrive à faire de la performance. Et là aussi, on l'a dit, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime parfois. Ce qu'on a sur cette année, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des portefeuilles qui délivrent, ou des marchés, si je regarde des indices, hein, allez, entre 4 et 5% de performance, si je regarde des portefeuilles chez nous, ou des indices avec un peu de risque embarqué, eh ben, ça correspond à peu de choses près, pile à, allez, aux 2 tiers du rendement qui était embarqué au 1er janvier. Donc, et ça en dépit d'un environnement de taux extrêmement volatile. Donc ça illustre bien ce propos-là, c'est que le portage, c'est une vraie force, et une vraie force de rappel, et un vrai moteur de performance qui peut donner beaucoup de visibilité dans un portefeuille. Donc là aussi, je pense que sur les marchés, sur les marchés obligataires, il y a quand même quelque chose à jouer, même avec des scénarios qui pourraient être quand même assez radicalement différents. Alors, dans une obligation, il y a toujours le taux, mais il y a le risque crédit aussi. Donc, dans un fonds obligataire, vous en avez tous les deux dans vos sociétés de gestion. Une fois qu'on a un rendement embarqué, c'est bien beau. Hein. En fin de compte, quand on vous donne le rendement embarqué, on vous donne la performance quasi maximum. On vous donne la performance maximum à terme. Bon, après, il y a un petit peu de manœuvre pour les gérants qui savent faire des choses, mais globalement, c'est ça le rendement embarqué. Si tout se passe bien, combien on fera? Et moi, la chose dont je voudrais parler, c'est le risque crédit. Donc, vous gérez des portefeuilles obligataires depuis longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que le risque crédit a plutôt augmenté, on va dire, ces 18 derniers mois et avec la hausse des taux, ou vous avez l'impression que le risque crédit a plutôt baissé? On va d'abord demander à David et ensuite Kevin il dira un petit peu ce qu'il en pense par rapport à ses fonds et son point de vue. Très clairement, le risque crédit, il a augmenté. Moi, ce que l'on voit, hein, c'est que les accidents de parcours sur l'univers des obligations, notamment des obligations à yield, hein, à rendement, on en voit un peu plus que précédemment. Et c'est normal puisque on a donc des taux qui remontent et la remontée des taux d'intérêt, pour les entreprises qui sont endettées, c'est pas forcément évident à gérer. Donc effectivement, on a eu des sujets généralement et en premier lieu dans le secteur de l'immobilier, mais pas que. Donc c'est vrai que il faut être un peu plus vigilant qu'à l'époque où les taux d'intérêt étaient négatifs et où il y avait zéro problème, zéro sujet de refinancement, et où les banques n'essayaient que de prêter encore plus que possible. Donc oui, il y a plus de risques. En revanche, en tant que gérant de portefeuille, on a tous les outils
pour gérer ce risque. C'est-à-dire que ce risque ne se matérialise pas du jour au lendemain. Hein, ce sont des choses que l'on voit venir. On voit les cash flows qui se dégradent, les leviers qui augmentent, les ratios d'endettement qui augmentent, etc. Donc, on les voit venir, ces sujets, et c'est notre rôle et notre métier d'essayer de les éviter. On est quand même sur des taux de défaut qui restent globalement faibles. C'est-à-dire que si on prend, allez, prenons une hypothèse de 5% de taux de défaut, hein, c'est à peu près par là que ça se passe. On n'est pas sur des taux de défaut à 7, 8, 9% quand c'est la vraie crise. Hein. Donc, on est inférieur à 5%. Inférieur à 5%, ça veut dire que voilà, si vous prenez 100 obligations au hasard, je dis bien au hasard, vous avez probablement 4 ou 5 sur lesquelles vous avez des problèmes. Or, nous, notre métier, c'est justement pas de les choisir au hasard et d'essayer d'identifier les 95 qui vont bien se porter. Il y a ce premier sujet-là, donc il y a un vrai sujet d'analyse crédit qui est important. Et le deuxième sujet, c'est la construction de portefeuille. Nous, chez Sanso, on fait des portefeuilles qui sont très, très granulaires, hein, dans lesquels on n'hésite pas à avoir une centaine, entre 100, 120, 130 obligations en portefeuille, afin de faire en sorte que si jamais il y a un problème sur une obligation, le portage réalisé sur les autres obligations permette de compenser l'accident de parcours. Alors, quelques réflexions là-dessus. Quand on fait, comme vous dites, une allocation granulaire, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous ne serez pas les moins bons, parce que vous allez échapper au grand gamin, mais ça veut aussi dire que vous ne serez pas les meilleurs. Ça, un client qui achète, il doit bien le comprendre. Ça apporte de la sécurité, mais cette sécurité, elle a un prix. Ensuite, quand vous dites on suit nos obligations, bah, j'ai aucun doute là-dessus, mais tout le monde les suit. Donc ça veut dire que quand vous voyez une obligation que vous avez achetée 100 et qu'il y a un petit problème de cash flow ou il y a quelques articles dans la presse par rapport à certains comptes ou des choses comme ça, elle ne vaut déjà plus que 95 quand vous faites votre réunion à savoir quel est le risque. Et si jamais il y a une deuxième réunion, je vais vous donner la parole. Si jamais il y a une deuxième réunion, elle ne peut valoir déjà que 92 ou 93. Et donc là, si vous vous dites non, c'est pas grave, soit vous la gardez et vous avez raison et elle sera remboursée à 100 le jour venu, soit vous avez tort et le jour où vous la vendrez pas 92 ou 93, mais peut-être 70, 60 ou 50. Comme vous dites vous-même que le risque crédit a augmenté, ben, si le risque crédit a augmenté, il va bien falloir qu'il y ait un petit peu de casse. Et donc, cette rentabilité embarquée, elle va un petit peu baisser. Alors, fort heureusement, elle a monté. Donc, aujourd'hui, on a des fonds avec de la rentabilité embarquée très, très forte. Donc, ça veut dire qu'on peut se permettre de perdre un point et demi de rentabilité embarquée, ce qui était quasiment inconcevable il y a quelques années, puisqu'il y avait une rentabilité embarquée tellement faible qu'on ne pouvait pas perdre autant. Et on devrait s'en sortir. Donc, j'ai vu que vous vouliez réagir, je vais vous laisser réagir. Et juste à la fin de votre réaction, donc il y a un fonds qu'on suit depuis très longtemps chez vous, c'est un fonds échéance 2024. Donc, à force de le suivre, on y arrive. Hein. Il va bientôt être à l'échéance. Donc, qu'est-ce que vous avez comme accident là-dessus? À quel niveau vous vous rapprochez de votre rendement embarqué, puisque voilà, là, on y est presque. Alors, donc, réponse en deux temps. Premièrement, vous dites tout le monde suit les obligations, donc quand on voit le problème dans les comptes, c'est déjà trop tard. Alors, oui, pour les obligations que vous avez en portefeuille. Maintenant, le jeu de l'analyste et le jeu de notre équipe de recherche, c'est d'aller chercher des signaux faibles et d'aller voir des sociétés, ce qui se passe sur des sociétés qu'on n'a probablement pas en portefeuille, mais de regarder ce qui se passe dans un secteur, etc. Et du coup, d'en tirer les conséquences et d'essayer d'anticiper, d'en tirer les conséquences en termes de risque sur des titres qu'on peut avoir, mais qui ne se sont pas encore matérialisés. Effectivement, une fois que le risque s'est matérialisé, c'est comme vous l'avez dit, Bernard, c'est trop tard. Mais en revanche, je pense qu'on est tout à fait capable de se dire, tiens, il y a un sujet sur l'immobilier, on entend dire telle chose, et tout de suite, on regarde, bon, nous, qu'est-ce qu'on a sur l'immobilier? Ben, même si on a des titres sur lesquels on est très confiant, sur lesquels à ce jour, il n'y a pas de problème, on va peut-être réduire les positions tout simplement en se disant, ben, si ça commence à tanguer dans le secteur,
il faut se préparer à ce qu'il y ait peut-être des choses qui se passent sur nos valeurs. Voilà, donc c'est un peu ça. On essaie vraiment de raisonner par analogie en essayant de chercher les signaux faibles parce que effectivement, il ne faut pas attendre de voir les sociétés avoir des problèmes, puisqu'une fois qu'elles disent qu'elles ont des problèmes, effectivement, je suis d'accord avec vous, les cours s'ajustent assez vite. Voilà. Alors, après, vous me demandez, poser la question sur notre fonds qui s'appelle Sanso Objectif Durable 2024. Effectivement, donc, échéance fin d'année 2024. Alors, tout d'abord, scoop pour vos auditeurs, nous allons attendre le dernier trimestre 2024 pour faire évoluer ce fonds. Donc, on a décidé de le porter véritablement jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de sa maturité. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a encore du rendement dans le portefeuille. Hein. On est autour de 5,5% de rendement pour une échéance qui est maintenant quasiment demain. Donc, on trouve qu'on est très bien payé pour une durée aussi courte. Donc, on trouverait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de l'échéance. Et maintenant, si on regarde la performance depuis le début de l'année par rapport au rendement embarqué, on est quasiment en ligne. Donc effectivement, il y a, sur cette dernière partie, il n'y a pas eu d'accident de parcours. Là où on a eu quelques petits sujets, ça a été effectivement un peu plus tôt dans la vie du fonds, hein, puisque c'est un fonds qui existe depuis 2018. Donc, il y a eu la période Covid, il y a eu la période de remontée des taux d'intérêt. Et c'est vrai que dans ces deux périodes-là, on a eu effectivement quelques titres qui nous ont posé problème. Alors, jamais des titres qui ont été en défaut, mais des titres effectivement où on a préféré couper avec des prix autour de 95-90 parce qu'on était beaucoup moins confiant on a décidé de ne pas les porter jusqu'au bout parce qu'on était beaucoup moins confiant sur le ratio rendement-risque que l'on pouvait obtenir avec ces obligations. On a fait le calcul globalement et sur la durée du fonds. Donc, alors attention, hein, puisque quand on parle en taux de rendement du portefeuille, c'est un taux de rendement qui est annuel, hein, donc c'est chaque année. Là, je vais vous dire sur la durée de vie du fonds, donc c'est-à-dire sur les 5 années du fonds, on s'est retrouvé avec, je dirais, à peu près 1% de perte en ligne, comme on dit. Donc, quand vous dites 1%, c'est chaque Ça année, veut dire vous donc avez perdu 0,2, en gros, c'est 0,2 par an. Voilà. Voilà, donc le crédit, donc le risque du crédit, a coûté au fond à peu près 0,2 de performance chaque année. Hmm. Et, et là, si on va au bout du bout, ça ne bougera pas. Toutes les entreprises que vous avez, vous pensez qu'elles vont rendre des sous? Oui, parce que d'autant plus que là maintenant, voilà, comme l'échéance c'est demain, c'est fin 2024, on commence à avoir pas mal de visibilité et on a un portefeuille maintenant qui est totalement stabilisé. Donc, on n'anticipe pas de gros sujets d'ici à la fin 2024. D'accord. Alors, on a pris beaucoup de retard, comme d'habitude, donc on démarre l'année fidèle à notre tradition. Donc, Kevin, je ne vais pas vous demander de conclure si vous voulez conclure, mais comme le sujet est obligataire et que nous, on va parler d'obligations spécifiquement, si vous avez des choses à rajouter, on les dira là-dessus. Merci beaucoup, David, pour ce point marché de rentrée. On a bien débordé des marchés où on les a vraiment vus, comme dirait Bruno, à 360. Et voilà. Et donc maintenant, c'est avec Kevin, donc les fonds Carmignac. Et je vous laisse démarrer. Bah alors, dans ce sillage de ce dont on a discuté, il me semble que voilà, parler de marché de crédit et d'un fonds comme Carmignac, portefeuille de crédit, c'est tout à fait, c'est tout à fait approprié. Alors, je trouve qu'il y a deux éléments qui sont importants. Un qui était lié justement à ce moteur de performance et à la visibilité qu'on peut avoir sur ce moteur de performance. Hein, vous le soulignez tout à l'heure, Bernard, quand on achète un investissement ou un fonds sur les marchés du crédit, ce qu'on achète avant toute chose, c'est un rendement embarqué. Hein. Alors plus après, il y a le talent du gérant. Hein, voilà, investir sur les marchés du crédit, c'est bien. Investir sur les marchés du crédit avec Carmignac, nous, on pense que c'est mieux, évidemment. Si je prends par exemple le fonds Carmignac Crédit, hein, donc il n'y a pas une date de maturité précise, mais on gère aussi des fonds à maturité. Si je regarde ce portefeuille-là, 1er janvier, il affichait un rendement embarqué autour de 9%. D'accord. On est 8 mois plus tard, la performance du fonds, c'est 5,2%. Donc, en gros, si je fais 9% divisé par 12, on doit gagner à peu près
75 centimes tous les mois en investissant sur ce portefeuille-là, ben, 8 mois plus tard, c'est ce que vous avez fait en termes de performance, ajusté des frais de gestion qu'on peut prendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est encore important aujourd'hui? Parce que ce qui s'est passé sur cette année, c'est que le rendement qu'on avait embarqué en début d'année, eh ben, il est toujours embarqué aujourd'hui. C'est-à-dire que je vous disais, on avait un rendement au 1er janvier qui était autour de 9%. Aujourd'hui, il est toujours de 9%. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet environnement d'incertitude qu'on a pu décrire, ces craintes de voir des taux de défaut remonter, hein, et ils sont en effet remontés. Hein, voilà, pour compléter ce que disait David tout à l'heure, les taux de défaut sur les marchés du haut rendement aux États-Unis sont passés de 2% en janvier à 4% aujourd'hui. Sur un an glissant, donc je regarde dans le rétroviseur, mais c'est ça la réalité. Et donc ce contexte-là, il fait quoi? Il fait que, eh bien, le principal moteur sur ces marchés du crédit, ça reste le rendement. Et donc, le potentiel de performance sur un fonds comme Carmignac Credit, on a fait plus de 5% de performance sur cette période-là, hein, sur ces 8 mois et demi, ben, il est toujours intact et il est toujours embarqué. Et ça, c'est important. Vous parliez du risque de crédit. Donc on a, on va dire, une notation moyenne dans ce portefeuille qui est double B+, hein, donc qui est, on va dire, à la frontière entre la notation au rendement et de la notation dite investment grade, ce qu'on appelle dans le jargon du crossover. Donc un profil rendement-risque, un risque de crédit rendement embarqué qui est tout à fait intéressant. Donc ça, c'est important pour parler de ce portefeuille-là. Je le disais, faire du crédit ou acheter des marchés de crédit, c'est bien. Le faire avec Carmignac, c'est mieux. Vous soulignez le fait que voilà, on vit dans un environnement et on évolue dans un environnement qui est compétitif. Ce portefeuille-là, il n'est pas neuf, hein. Il existe depuis 2017. Donc, on sait gérer des portefeuilles crédit chez Carmignac. La performance annualisée depuis fin 2017, elle est de 4,4% net de frais. Donc là aussi, c'est un vrai moteur de performance, pas que dans l'environnement actuel, mais sur du long terme. On parlait d'environnement concurrentiel. Comment est-ce que ça se comporte par rapport à ses pairs? C'est un fonds qui est noté 5 étoiles chez Morningstar. Donc, ça vous donne là aussi une idée de à quel point il peut être compétitif et à quel point il se comporte relativement bien par rapport à ses pairs et à ses concurrents. Donc ça, c'est aussi, on va dire, pour nous, un gage de performance et de gestion des risques qui est important. Alors, bon, nous, c'est un fonds qui est beaucoup détenu par nos clients. C'est pour ça que quand on a préparé l'émission, je vous dis, je préférerais que vous parliez de celui-ci que de nos autres fonds et des fonds à échéance. Quel est l'intérêt de créer des fonds à échéance quand on a un fonds, j'ai envie de dire, pour reprendre vos propres mots, aussi bon, 5 étoiles, qui a de la rentabilité? Vous nous dites même que c'est un vrai savoir-faire, qu'il existe depuis 2017, donc maintenant on a une équipe solide et des choses comme ça. Alors, je comprends bien qu'il y a un intérêt sur le plan marketing, parce que le fait de marketer ça, ça peut permettre à des réseaux ou à des vendeurs de le distribuer à une population qui comprend moins ou qui a plus besoin d'être assurée. Mais si on enlève ce côté marketing, est-ce que techniquement, ça amène quelque chose en plus Alors, ou différent, il y a, pardon. il y a plusieurs choses. Il y en a un qui est, on parlait de la visibilité. Pour certains clients, et vous êtes très bien placé pour le savoir, cette visibilité-là, elle est importante. C'est-à-dire que quand on gère de l'épargne, quand on est épargnant et qu'on veut confier son épargne, eh ben, on a un degré de confiance qui est plus ou moins important. Et donc, il peut y avoir un certain nombre d'épargnants, un certain nombre d'investisseurs pour qui la visibilité, c'est important. Et dans le cadre d'un fonds à maturité, on a de la visibilité sur le rendement embarqué, donc je crois qu'on a été assez clair là-dessus, le potentiel de performance, hein, d'une part, et puis sur le risque embarqué. Quel est le risque de crédit? Quelles obligations on détient? Jusqu'à quand est-ce qu'on les détient? Parce que dans un fonds à échéance, on n'a pas vocation à acheter et à vendre très régulièrement des obligations. Donc ça, c'est, on va dire, pourquoi est-ce que un fonds à maturité, un fonds à échéance, ça a un intérêt. Est-ce qu'il y a une différence dans le cadre de la gestion? Oui, il y a une vraie différence dans le cadre de la gestion. C'est-à-dire que dans un fonds à échéance, on a tendance à avoir des instruments en portefeuille qu'on va détenir jusqu'à maturité. On va détenir jusqu'à l'échéance du portefeuille. Et donc, on peut être amené à investir sur des segments de marché, hein, sur des sous-jacents, acheter des obligations ou des types d'obligations qui s'y prêtent plus, qui se prêtent plus à cet horizon de temps, on va dire, un peu plus lent. Un peu plus long. On peut penser par exemple au crédit structuré, qui est une classe d'actifs qui est extrêmement performante, extrêmement attractive, et on peut détenir dans une plus grande proportion
dans un fonds à maturité. À l'inverse, dans un fonds comme Carmignac Credit, qu'on va gérer tous les jours, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a une palette d'instruments qui est plus large. Donc, on va pouvoir se protéger à certains moments. Je vous disais, aujourd'hui, on a à peu près 9% de rendement embarqué dans le portefeuille, avec une notation moyenne qui est dans le haut du panier du high yield, en tout cas en termes de notation. On adjoint à ces investissements-là des protections sur les marchés, par exemple. Donc, on achète une forme d'assurance pour se protéger d'un mouvement qui serait adverse à ces marchés du crédit. Ce qu'on n'a pas vocation à faire dans un fonds à maturité, par exemple. Donc ça, c'est quand même des différences, et des différences qui sont notables, je crois. Alors, sur le fonds Carmignac Crédit, on va revenir sur celui-ci. Comment ça se passe au niveau de l'univers, donc de l'univers par pays? Où est-ce que vous êtes implanté? Et est-ce que vous gérez la devise en la protégeant de manière systématique? Ou est-ce que vous utilisez des savoir-faire en vous disant que s'il y a un peu d'argent à gagner sur du dollar ou un peu gagner d'argent là, vous allez aller chercher cet argent à gagner? Donc ça, c'était ma première question. Et la seconde question, c'est est-ce que c'est un fonds qui est géré de manière ultra dynamique, c'est-à-dire que vous achetez et vendez quasiment tous les jours pour vous réallouer par rapport à ce que vous pensez, ou est-ce que une fois que vous avez acheté, vous avez plutôt tendance à porter et à conserver? Donc, premièrement, donc sur cette question sur l'univers, c'est un fonds qui peut investir partout dans le monde. D'accord. C'est plutôt un fonds qui est géré en se basant sur de la sélection d'obligations plutôt que par des décisions qui viendraient par le haut, si on préfère l'Europe, les États-Unis, les pays émergents. Quand on investit, quand on choisit d'investir dans des obligations, d'acheter des obligations qui ne sont pas libellées en euros, on va systématiquement couvrir ce risque de change. Systématiquement le faire. C'est une Après, règle du fonds? c'est une règle du fonds, c'est systématiquement le cas. Donc il y a 99-95% du fonds qui est systématiquement couvert. Le moteur change, ce n'est pas un moteur de performance. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on peut parfois procéder à des arbitrages. Alors j'entre un peu dans de la technique, mais on a des émetteurs obligataires, des entreprises par exemple, qui sont des entreprises américaines, qui viennent émettre en euros plutôt que d'émettre en dollars. Et quand parfois on peut choisir, eh bien, plutôt de sélectionner l'émission en dollars et de venir la couvrir parce qu'on a un surcroît de rendement. Ça, c'est voilà, nos marchés ne sont pas toujours efficients et donc on va chercher à avoir quelques primes de ce côté-là. Mais en tout cas, le moteur gestion de devise, ce n'est pas un moteur de performance. On peut investir partout dans le monde et on le fait, essentiellement dans les pays développés, mais ça peut aussi nous arriver de détenir, ça nous arrive de détenir des obligations qui viennent de Alors, pays, de pays une émergents. petite remarque pour nos auditeurs, c'est-à-dire que quand vous vous dites ce n'est pas un moteur de performance, il faut aussi entendre ce n'est pas un moteur de contre-performance. C'est-à-dire que ni vous ne gagnez d'argent, ni vous n'en perdez avec ça. Exactement. Et le but, là aussi, on parlait de visibilité, c'est important. C'est-à-dire qu'un investisseur qui choisit d'allouer du capital sur les marchés du crédit, il faut qu'il ait voilà, beaucoup de visibilité, en tout cas, qu'il sache exactement sur quels sont les moteurs de performance de ce portefeuille-là sur les marchés du crédit. C'est, on va dire, la direction du marché. Est-ce que les marchés du crédit sont porteurs, pas porteurs? Et puis, le travail de sélection et de gestion active qui est fait par l'équipe de gestion qui fonctionne très très bien. Donc ça, c'était pour répondre à votre question sur la gestion du risque de devise. Pourquoi est-ce que c'est important d'investir ailleurs qu'en Europe ou ailleurs qu'en zone euro? Parce que là aussi, il y a des émetteurs qui sont très attractifs, qui ne sont pas basés en Europe. Là aussi, on parlait de certaines formes de primes. Par exemple, sur les marchés du crédit, quand vous êtes une entreprise, que vous émettez de la dette dans un pays, eh bien la notation maximum que l'émetteur peut avoir, c'est la notation du pays. Et donc, on se retrouve à pouvoir investir sur ou à prêter à des entreprises qui sont extrêmement bien notées, enfin qui seraient extrêmement bien notées si elles étaient des entreprises dans des pays développés, mais qui sont un peu moins bien notées parce qu'elles opèrent dans un pays qui, lui, a une notation de crédit qui est moins disante. Et donc ça aussi, ça peut être une façon voilà, de capter une forme d'inefficience de marché et donc de capter un surcroît de rendement. Voilà pourquoi c'est important d'investir pas que en Europe, mais d'essayer de la regarder partout, si tant est qu'on ait les capacités de le faire, bien entendu. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième question était, est-ce qu'on met en place une gestion active? Oui, quand on gère un fonds comme Carmignac Crédit, dans Carmignac Crédit, on met en place une gestion qui est extrêmement active. Et c'est aussi une source de performance. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, avec, on va dire, la remontée des taux de défaut, la remontée des taux d'intérêt. Ce qu'on a vu, c'est que, voilà, ce que soulignait David, c'est la crainte de voir
cette hausse du coût en capital venir avoir un impact négatif pour les émetteurs. Vous parliez de la marge des entreprises qui tenait très bien tout à l'heure, Bernard. Les craintes, c'est que ces marges elles soient un peu moins bien orientées au cours des semaines et des mois qui viennent, parce qu'il y a une hausse du coût du capital. Là Alors, aussi, il y a... ouais. une marge un peu moins bien orientée, Hum. ça va réagir très très vite sur le cours de l'action. Est-ce que ça va réagir aussi vite sur le cours de l'obligation? Eh bien, c'est plutôt le contraire, en fait. Ça va réagir très bien sur le cours de l'obligation. Parce que quand vous êtes un prêteur obligataire, ce qui est important, c'est votre capacité de rembourser. Et donc, c'est en ça que je dis qu'il y a quand même les deux côtés du miroir. C'est-à-dire que oui, c'est une source d'inquiétude, c'est une source de risque de voir ce coût en capital remonter. Là aussi, sur les marchés financiers, tout risque est aussi potentiellement une source d'opportunité. Et donc, quand vous êtes un investisseur sur ces marchés obligataires, sur ces marchés du crédit, eh bien, il y a une hausse du coût en capital. Donc, les entreprises qui viennent emprunter aujourd'hui, qui viennent aujourd'hui demander au marché financier de leur prêter de l'argent, ça va leur coûter plus cher. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les investisseurs, pour les prêteurs, ça va, eux, leur apporter potentiellement plus d'argent à terme parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Et donc, en fait, en filigrane, cette remontée des taux, on va dire, on est sorti des taux d'intérêt réels négatifs, hein, cette fin de répression financière. Je comprends tout à fait que ce soit une source d'inquiétude, c'est bien normal, mais c'est aussi potentiellement une vraie source de croissance à terme pour ceux qui sont adeptes de Schumpeter, par exemple, et c'est aussi une vraie source de performance pour les marchés et pour les investisseurs obligataires. Super. Bah, écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, ou peut-être un ou deux mots sur le fonds Carmignac court terme. Alors, sur le fonds Carmignac court terme, là, pour le coup, c'est un investissement qui, voilà, c'est plutôt écho à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure pour les investisseurs qui veulent un petit peu se désengager du marché. Hein. C'est un fonds c'est un fonds monétaire, donc qui investit sur des instruments obligataires avec des maturités courtes de moins d'un an. Donc, il y a un beau rendement embarqué aussi, mais voilà, il y a quand même un rendement embarqué qui est beaucoup moins élevé. Hein. Sur Carmignac Crédit, je vous parlais de, voilà, autour de 9% de rendement. Alors, quand vous dites que c'est un fonds monétaire, donc ce qu'on peut attendre, c'est d'avoir une rentabilité à peu près équivalente à l'Euribor 3 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc là, on a une réunion de la Banque Centrale Européenne dans quelques jours. Ce qu'elle va faire ou va faire potentiellement n'est pas tout à fait pleinement intégré dans les marchés monétaires, dans les marchés obligataires de court terme. Donc on pourra même faire un petit peu plus, hein, si tant est qu'elle remonte en effet ses points, ses taux d'intérêt de 25 centimes jeudi, comme nous on le croit chez Carmignac. Mais à peu de choses près, c'est ça. Donc c'est voilà, autour de 3% de rendement embarqué. Et vous, donc, vous croyez qu'elle va faire encore une hausse de 25% et c'est fini après? Ou vous Oui, pensez que c'est pas fini? nous, on pense qu'elle va remonter ses taux d'intérêt de 0,25, donc elle va amener hein, ses taux d'intérêt, ses taux d'intérêt directeurs à 4%. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle devrait le faire? Bah, c'est un peu sa dernière fenêtre pour pouvoir le faire. Hein. C'est-à-dire que voilà, la croissance économique en zone euro, alors on a parlé de la résilience de l'économie américaine, de possibles relances en Chine. En Europe, on a plutôt, en tout cas en zone euro, on a plutôt une croissance économique qui tourne autour de 0%. Et pour autant, il y a une inflation qui est toujours là. Il y a quand même un vrai risque pour la Banque Centrale Européenne, et on y a fait allusion tout à l'heure en parlant des marchés du pétrole, c'est qu'il y a un ancrage de l'inflation, des anticipations d'inflation. Hein. Là aussi, pour rappel, je crois qu'il y a 2, 3 semaines de ça, il y avait un sondage de la Banque de France qui disait que les ménages anticipaient une remontée de l'inflation à horizon de 3 ans. Donc ça, c'est une vraie crainte pour elle. Et donc, c'est le dernier tour de vis qu'elle peut mettre. Si elle ne le met pas, le risque, c'est que eh bien, les marchés étant dans l'anticipation, commencent à anticiper des baisses de taux à moyen terme. Alors, ce sera une bonne nouvelle pour les actifs obligataires, mais ce sera un vrai dilemme pour la Banque Centrale Européenne parce que ça viendra, on va dire, stimuler l'économie plutôt que d'essayer de la freiner. Est-ce que vous pensez que ce serait intelligent de faire des baisses de taux rapides ou qu'il vaut mieux attendre de bien stabiliser et attendre d'avoir des problèmes pour baisser les taux pour que ça redonne vraiment du stimulus? Je crois que la région dans laquelle on habite, hein, donc la zone euro, a un vrai problème de compétitivité. C'est-à-dire que
quand on voit, alors voilà, on parlait du pétrole tout à l'heure, on va dire la hausse des coûts des matières premières pour le secteur privé en zone euro, c'est un vrai frein. Et c'est un vrai frein à la compétitivité des entreprises. On a vu aussi un affermissement de l'euro quand même. Hein, ça On aussi, n'avait c'est pas un vrai fermé nos frein. centrales nucléaires, on n'avait pas Alors, besoin ni de hausse je, ni de baisse de je, taux pour avoir de l'énergie pas chère. Hein. je suis pas sûr qu'on ait la place pour avoir ce débat-là aujourd'hui, Bernard, mais une Non, ça prochaine c'est fois clair. avec grand plaisir. Euh, mais la hausse de l'euro, ça a aussi freiné la compétitivité des entreprises européennes. Et puis il y a aussi des mesures de relance budgétaire aux États-Unis. Hein. Tout ce plan qui est dit être destiné à réduire l'inflation et qui est plutôt là pour venir soutenir le secteur privé américain. Tout ça, ça veut dire que les entreprises européennes, il y a une vraie perte de compétitivité. Une façon de leur redonner de la compétitivité, ce serait de venir peser sur l'euro en baissant ses taux d'intérêt. Donc, là aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait sans doute faire pour venir redonner de la compétitivité aux entreprises européennes, c'est qu'à horizon 2024, il faudrait conduire à quelques baisses de taux d'intérêt, notamment pour peser sur l'euro. Donc des baisses somme toute assez rapides. C'est-à-dire vous vous attendez aux premières, enfin vous vous attendez ou vous espérez, on verra, à vous de qualifier un peu plus ça, mais dans 6, 7, 8 mois. Exactement, exactement. C'est que sur la deuxième partie de 2024, on soit amené à voir la Banque Centrale Européenne rebaisser ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est aussi en zone euro que ce mécanisme de transmission politique monétaire il est plus efficace. Hein. Là aussi, hein, la croissance du crédit en zone euro, elle est zéro, voire négative. Hein. Le nombre de transactions immobilières, si j'en crois ce que nous disent les organismes notariales, sont en baisse de 50%. Ça fonctionne très très bien, même beaucoup plus qu'aux États-Unis. D'accord? Mais quand on regarde la réalité du nombre d'actes, bon, on revient sur ce qu'on avait en 2019. Hein. C'est vrai, mais là aussi, c'est-à-dire que si on se projette sur ce qui a pu porter l'économie européenne, on a quand même beaucoup de vents arrière qui vont l'être beaucoup moins. Et donc, moins de transactions immobilières, c'est le cas, J'ai bien juste sûr. une question à vous poser. Elle est un peu drôle et on va clôturer là-dessus. Mais l'image que j'ai en tête, moi, c'est avec ces taux à zéro et voire même ces taux négatifs qui maintenant sont finis. L'image que j'ai en tête, vous allez me dire si vous la partagez ou si non, non, vous êtes assez éloigné de ça. J'ai l'impression qu'on a été un peu comme un enfant gâté à qui on a donné une Porsche, puis on a donné une Ferrari, et ensuite on lui dit, bon, allez, tu te calmes, tu reprends la Mercedes, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là, je crois. Et pourquoi ça s'est arrivé? Bah, parce que globalement, le plein d'essence, il coûte de plus en plus cher. Donc, on va plutôt passer sur des voitures qui sont un peu plus frugales parce que ça coûte cher à l'entretien. Donc, Voilà, donc avec 4% de taux, on roule tous en Mercedes, et il n'y a pas à se plaindre. Hein. Faut peut-être se rappeler quand on roulait en 2 chevaux avec des taux à 8 aussi. exactement. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup pour ces partages. Merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup pour votre savoir, pour votre savoir-faire et la manière assez simple que vous avez à le transmettre. On vous souhaite une très bonne rentrée. On vous souhaite de très, très bons résultats. On nous souhaite de très bons résultats, surtout pour Carmignac Crédit. Et on vous dit à très bientôt. Merci Merci. Bernard, merci à Au tous. Au revoir. revoir. Bonsoir Julien, ravi de vous revoir pour la première émission de cette année. On a un proverbe en Alsace, on dit le dernier est le meilleur, de l'Echt ist der Best. Et c'est vous qui allez clôturer cette émission, donc j'espère que vous allez être à la hauteur de ce proverbe et que vous allez être le meilleur de ce qu'on a entendu ce soir. On démarre avec un sujet pas facile, un sujet sur lequel on a énormément de questions tous les ans, tous les ans, tous les ans. Souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent des mêmes personnes, car elles veulent bien comprendre, bien assimiler les choses, et puis, ma foi, elles vieillissent un peu, et chaque année, on a un an de plus, donc on se rapproche du dernier jour et la succession devient un sujet de plus en plus important. Donc, on a décidé de reparler de l'aspect successoral de l'assurance vie. On va le traiter en deux manières. D'abord, on va faire un focus sur la France, ensuite, on va faire un focus sur le Portugal et on va voir un peu comment ça se passe. Donc, on commence avec un exemple très simple. J'ai un contrat d'assurance vie, j'ai 1 million dessus et je décède. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire, je suis un Français, je vis en France, et tous les bénéficiaires, que ce soit mes enfants ou pas mes enfants, sont en France. Qu'est-ce qui se passe et à quelle sauce ils vont être mangés, puisque moi, je ne suis plus là et j'ai déjà été mangé. Eh ben, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Effectivement, back to school, c'est la rentrée. Les vacances sont terminées. Donc, pour reprendre votre question,
Alors, je pense que peut-être vos auditeurs le savent. C'est vrai qu'en France, on a les droits de succession parmi les plus élevés du monde, hein. On est vite à 45% entre parents et enfants. Si vous comparez avec d'autres pays qui n'ont pas de droits de succession en Europe, c'est vrai qu'en France, on est particulièrement mal verni sur ce point-là. D'où le succès du contrat d'assurance vie, puisqu'effectivement, dans le cadre du contrat d'assurance vie, vous êtes soumis à un régime fiscal favorable. Donc, pour répondre à votre question plus précisément, la première chose à déterminer, c'est si vous avez fait votre contrat, si votre assuré, qui n'est plus là, il est mort, mais si votre assuré a fait votre contrat, si vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie avant ou après 70 ans, c'est le fameux âge du capitaine. Si vous avez souscrit le contrat avant 70 ans, là, vous êtes dans le régime le plus favorable. Je le rappelle, c'est un abattement de 152 500 par bénéficiaire. Donc, si votre contrat a 10 bénéficiaires, enfants, petits-enfants, vous exonérez plus d'1,5 million au niveau des droits de succession français. Donc, il y a 1,5 million qui passe dans cet exemple sans droit de succession. Et le reste est soumis à une taxation de 20 ou 31,25 au maximum. C'est une taxation par tranche, mais vous n'avez que deux tranches, 20%, 31,25. 31,25, c'est beaucoup peut-être pour nos auditeurs, mais vous comparez avec les 45% en ligne directe que j'évoquais. Et puis, l'avantage aussi du contrat d'assurance vie et de ce régime fiscal favorable, c'est que le régime s'applique pour n'importe qui. N'importe qui est votre bénéficiaire sera soumis au même régime fiscal. Vous me mettez bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, Bernard. Nous sommes des personnes tierces. Néanmoins, le régime fiscal qui s'appliquera sera le régime fiscal favorable que je viens de vous évoquer. Alors que si vos liquidités, vous me les léguez par un testament, vous avez tout à fait le droit de le faire, sauf qu'entre personnes tierces, vous et moi, en tout cas moi dans cet exemple, puisque vous êtes un petit peu plus vieux que moi, vous serez décédé, moi je paierai 60% de droits de succession le moment venu. Avant 70 ans, effectivement, c'est ce qui fait le succès du contrat d'assurance vie en France. Le régime fiscal en cas de décès est particulièrement favorable. Alors, là, on a juste un tout petit exemple. Rappelez-nous la date avant laquelle les capitaux ont dû être déposés pour que le contrat soit totalement exonéré et que ce plafond de 152 000 euros ne joue pas. C'est les 70 ans, justement. Il faut que... Non. Vous savez, les anciens contrats qui sont exonérés de droits de succession. Vous allez, oui, effectivement, oui, je vois, parce que c'est vrai que l'assurance vie, c'est vrai qu'en France, on est des rois de la fiscalité de l'assurance vie. Je dis, c'est un vrai millefeuille, hein, parce que vous avez différentes couches qui se sont appliquées. Vous n'avez pas, et c'est une chance, pas de fiscalité rétroactive. Donc, les clients qui ont fait après le 13 octobre 1998, là, vous êtes soumis à ce régime fiscal que je viens d'évoquer. Mais c'est vrai, vous avez raison, si vous avez des auditeurs d'un certain âge et qui ont travaillé dans leur gestion de patrimoine en assurance vie, il convient qu'ils vérifient parce que vous avez parfois des contrats qui ont été ouverts avant le 13 octobre 1998, voire même avant novembre 1991, ça date un petit peu. Certes, ce n'est pas les contrats qui sont les plus performants au niveau financier. Par contre, au niveau fiscal, au niveau décès, comme je le dis souvent, ils valent de l'or, parce que là, ils pourraient être complètement exonérés de droits de succession. Donc alors, pour être clair, avant novembre 91, c'est 100% exonéré. Exactement. Donc là, si vous avez un vieux contrat, il ne faut pas le toucher. C'est peut-être pas le plus sympa, le plus favorable au niveau frais, au niveau gestion, d'accord, mais il vous arrive quelque chose, c'est zéro. Et entre 91 et 98, c'est quoi la logique? C'était avant, vous n'aviez pas le split des 70 ans. Donc, vous aviez l'abattement de 152 500, mais vous n'aviez pas le split de 70 ans. Donc, ça se faisait même si vous versiez sur le contrat à 75 ans. Et c'est octobre 1998, ça doit être le 13 octobre 1998 pour être précis, qui lui fait le distinguo entre avant et après 70 ans. Et donc, avant cet abattement de 152 500 et après un abattement, on n'en a pas parlé, de 30 500, qui est en plus un abattement global. Tous les bénéficiaires se le partagent, donc on va dire que c'est moins avantageux. D'accord. Et donc, alors, on va parler pour la masse. Donc, les contrats qui ont été souscrits après cette période, on a de 0 à 152 000 et quelques, pas d'impôt, zéro impôt. Pas de taxation. Ensuite, alors là, vous allez me donner les chiffres exacts parce que moi, je ne les ai pas, de 152 000 à, je crois, environ à 852 500, parce qu'en fait, c'est la tranche 700 000 supplémentaires. Là, vous avez. À 852 000, 20%.
Et après, De 852 500, on va dire à l'infini, c'est 31,25. 31,25. Ça veut dire que dans tous les cas, parce que quand on a autant d'argent que ça sur un contrat d'assurance vie, on serait de toute façon mangé à des taux supérieurs à 40% dans la fiscalité classique. Claire. On reste bien avantageux. Donc il y a un vrai avantage qui est là-dessus. Ça, c'est évident, comme je vous disais, 31,25 à comparer avec les 45. Si vous êtes en ligne directe, mais si vous désignez une personne tierce, ou même un neveu, une nièce, un filleul, en France, c'est du 55-60%. Vous le faites par un contrat d'assurance vie avant 70 ans, vous serez toujours soumis, en tout cas le capital d'essai sera toujours soumis à 31,25, quel que soit le lien, au maximum, quel que soit le lien de parenté entre le preneur et le bénéficiaire. D'accord. Dernière chose, c'est assez rare, mais ça arrive qu'on soit un petit peu interrogé là-dessus. Si on décide de léguer à une association, à un fonds de donation, à quelque chose comme ça, ces derniers vont-ils payer des impôts? Tout va dépendre de la qualification du fonds, mais dans certaines hypothèses, il y a une exonération qui peut être complète. D'accord. Et il y avait à une époque un montage qui se faisait où on versait à une association qui était totalement exonérée, charge pour elle de reverser une partie à X, Y ou Z, et ça permettait de diminuer les impôts. Bon, je pense que c'est quelque chose peut-être. Vous avez un certain nombre de souscripteurs, vous l'avez dit parfois, qui se posent la question de désigner une association de protection de l'environnement, des animaux, des organismes cultuels, parce que je pense que ça pourrait faire l'objet de discussions, mais la philanthropie, elle arrive tout doucement en France. On est encore à des années-lumière des Américains, mais ça arrive tout doucement. Ça pourrait, alors ensuite, dans le cadre du montage que vous évoquez, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas croisé, mais effectivement, ça pourrait être une possibilité de désigner une association qui ensuite prendra, ou plutôt une fondation qui prendra, dans votre exemple, soin de vos enfants ou de vos petits-enfants pour des montants de capitaux importants. C'est toujours quelque chose qui peut être interrogateur. Attention néanmoins quand même à tout ce qui est abus de droit fiscal ou autres qui sont particulièrement à la mode au niveau des instances européennes aujourd'hui et sur lesquels les différents législateurs sont particulièrement attentifs. Je pense que tous les États ont besoin d'argent en ce moment, entre autres. Ok, allez. Donc là, on en a fini avec la France. On passe maintenant au Portugal. Donc, on va prendre le même exemple. J'ai une assurance vie au Portugal. Enfin, non, j'ai une assurance vie. On va rester sur des choses identiques. J'ai une assurance vie chez Willins à Luxembourg. Je réside au Portugal, que je sois portugais ou pas portugais, ça revient à peu près au même si je suis européen. C'est la même chose. J'ai mis comme bénéficiaire. Alors là, on va un petit peu changer. Hypothèse A, j'ai mis des bénéficiaires qui résident, on va faire simple, qui résident au Portugal ou dans des pays, on va dire, on va traiter que le Portugal, et s'ils résident dans des pays différents, appelez-nous et vérifiez parce que chaque pays peut avoir sa propre règle. Donc, soit ils résident au Portugal, soit ils résident en France. Alors, heureux le souscripteur qui a ouvert et qui réside au Portugal pour tout un tas d'avantages, hors le cadre financier, mais en tout cas dans le cadre des droits de succession, eh ben, depuis 2004, le Portugal a totalement supprimé les droits de succession. Donc, dans l'hypothèse de votre client, qu'il soit français installé au Portugal ou qu'il soit portugais installé, enfin, en tout cas habitant dans son pays de nationalité et qui a souscrit un contrat d'assurance vie, puisque l'assurance vie est parfaitement reconnue et existe tout à fait au Portugal. Dans cette hypothèse-là, au moment du décès, le capital décès n'est pas soumis à droit de succession, puisque les droits de succession n'existent plus au Portugal, comme je le disais, depuis une vingtaine d'années. Vous avez juste au Portugal, au niveau successoral, un droit de timbre qui va s'appliquer de 10%, mais c'est sur les actifs portugais. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où le ressortissant français ou le national portugais a un patrimoine immobilier, ne fût-ce que sa résidence principale au Portugal, en cas de décès, il sera soumis au droit de timbre de 10%, tout en sachant que les enfants et le conjoint survivant y sont exonérés. Donc c'est vrai que pas de droit de succession au Portugal, vous pourriez me dire, pour le Français qui est installé là-bas, c'est super, parce que de toute façon, il n'a plus besoin à s'interroger sur l'utilité ou pas de son contrat d'assurance vie, puisque hors ou en contrat d'assurance vie, il n'y aura pas de droit de succession.
Sauf que lorsque vous partez au Portugal et si vous laissez vos enfants en France, ça peut être le cas d'un certain nombre de vos clients qui partent en retraite là-bas et qui ont laissé, bien évidemment, leurs enfants majeurs, qui ont leur vie personnelle et professionnelle en France, bah, vous pourriez me dire, il n'y aura pas du tout de droit de succession. Moi, je décède au Portugal. Le Portugal ne connaît pas de droit. Il n'y aura pas de droit de succession. Le patrimoine sera complètement free tax pour mes enfants. Sauf que la France étant un pays tout à fait singulier et particulier, la France impose le domicile des héritiers. Donc, quand bien même vos parents résident au Portugal et décèdent au Portugal et ne sont pas soumis à droit de succession au Portugal, puisqu'il n'existe pas par essence, si vos héritiers sont en France, ben, ils sont soumis au droit de succession à taux plein. D'où l'importance du contrat d'assurance vie en désignant les bénéficiaires en France. Je décède au Portugal, je n'ai pas de droit de succession au Portugal, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Par contre, mes enfants recevront le capital dans les conditions fiscales favorables qu'on a évoquées précédemment. Tout l'avantage, donc, quand bien même il n'y a pas de droit de succession au Portugal, d'être toujours attentif, suivant, là on parlait de la France, mais vous avez d'autres pays, suivant et vous l'avez noté, suivant le pays de résidence des bénéficiaires. En tout cas, des héritiers. Alors, si on essaie de résumer, comment ça se fait dans ces branches? Donc, les enfants sont en France, c'est la France qui taxe, et elle taxe comme si le contrat avait été français, n'importe quoi, aucune différence. Les enfants sont en France, c'est les droits de succession français. Voilà. Si vous êtes hors contrat d'assurance vie, bah, ça peut chiffrer, puisque les droits de succession sont ce qui sont en France, donc ça peut monter facilement à 45%. Si vous êtes en contrat d'assurance vie, ce sera l'âge du souscripteur avant ou après. On va dire que ça ne change rien, quand bien même l'assuré est au Portugal. Et si tout le monde est au Portugal, vos enfants sont partis avec vous et tout le monde réside au Portugal, ben vous n'avez pas de droit de succession sur la France ne sera pas compétente, sauf si vous avez un bien immobilier en France, mais ça c'est encore une spécificité. Et si toute la famille est au Portugal, il n'y a pas de droit de succession au Portugal. Donc effectivement, c'est la situation la plus idéale. Et alors, juste une petite question technique, et c'est là-dessus qu'on va clôturer. Avec la loi européenne, maintenant, quand on réside en dehors de son pays, dans un autre pays de la communauté européenne, on a le droit de dire je réside au Portugal, mais je souhaite que que la législation qui s'applique à ma succession soit la législation de mon pays d'origine ou du pays dans lequel je me suis marié ou dans le pays dans lequel j'ai vécu 40 ans. Mais quand bien même on ferait ça, on serait sur les règles successorales françaises. L'assurance vie étant hors succession, elle ne serait pas concernée. Et de toute façon, et là je vais vous poser une question, vous allez me confirmer, de toute façon, ceci ne concerne pas la fiscalité. Ceci concerne la civilité du décès, mais pas la fiscalité, c'est ça? Exactement. Depuis 2015, vous êtes résident, vous êtes français, résident au Portugal, vous pouvez décider que la loi civile, le droit successoral qui s'appliquera, ce sera soit le droit portugais, soit le droit de votre nationalité, donc vous optez pour le droit civil français, la loi successorale française. Et donc, au moment de votre décès, quand bien même vous décédez au Portugal, ce sera le notaire français et les règles françaises qui s'appliqueront en termes de dévolution, de réserve, de quotité disponible, etc. Par contre, effectivement, le règlement européen, déjà, ne vise absolument pas le contrat d'assurance vie. Je ne sais même pas s'il est évoqué ou s'il est noté une fois dans ce règlement. Et surtout, vous avez tout à fait raison, ça n'évoque pas et ça n'impacte pas l'aspect fiscal de la succession. Donc, vous pouvez pouvoir opter, vous avez pu avoir opté pour le droit civil portugais. Ce sera réglé suivant le droit civil portugais au niveau successoral. Par contre, au niveau fiscal, si vous avez des enfants ou si vous avez des héritiers en France, pas de vos enfants, tout héritier en France qui viendra à succession sera soumis à la fiscalité française, quand bien même le notaire et le droit civil compétent, ce sera le droit portugais si vous avez opté dans le cadre du règlement européen. Ça ne change absolument rien. La fiscalité n'est encore sur les successions pas du tout harmonisée. Très bien. Bon, bah, c'était intense comme rentrée. Hein. Voilà, ben on va dire bonsoir à tout le monde, on va se quitter là-dessus, on va vous remercier et puis on vous dit à très très vite, on va reprendre nos séries sur l'assurance vie. Eh ben, bonne semaine, merci beaucoup et avec grand plaisir Bernard, à bientôt. Merci, au revoir. La French Radio. Portugal.